parlait en fait de ce principe d'inversion. Plus on monte en vibration, plus en même temps une partie de nous se révèle, ce qui donne la possibilité en fait quand on s'ouvre de révéler, de transmuter en fait, de nettoyer quelque part, de mettre en lumière, on va dire des parties qui sont assez ténébreuses ou sombres, du moins inconscientes. Hein, si on enlève le terme en tout cas d'ombre et lumière, c'est vraiment en fait une transmutation quelque part de cette inconscience. Et vous savez, souvent je vous donne des visions analogiques en fait, avec les animaux, avec la terre, avec les choses, parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'en fait la nature est un livre ouvert en fait, véritablement sur la conscience. Comme je vous disais, il y a des mécanismes qui peuvent parfois être cachés en nous, mais qui sont très objectifs en fait, dans la nature. Et il y a des choses qui nous apparaissent devoir trouver une subtilité en nous pour les comprendre, alors que dans la nature, chez les animaux, ou chez les insectes, ou sur les plantes, on peut les voir de manière vraiment matérielle, en fait, ces phénomènes. C'est pour ça qu'on peut comprendre le phénomène de cosmotellurisme assez facilement quand on voit les arbres comme ça, qui ont les racines dans la terre et dans la boue, véritablement, vraiment dans l'obscurité, et en même temps une partie dans la lumière et qui aspire, et qu'on a ces deux parties-là qui tirent, et que cette partie qui va monter dépend de la partie qui descend. Vous voyez, là, c'est un des principes en fait naturels en fait d'un cosmotellurisme en fait que l'on retrouve aussi dans notre propre conscience. Je voulais vous partager ça parce que c'est sans doute une petite histoire que vous connaissez, que vous avez entendu parler il y a longtemps, parce que c'est quelque chose qui est assez connu. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, et on donne souvent en fait l'exemple, vous savez, de la chenille et du papillon. Hein, avec le côté en fait, dans lequel la chenille va naturellement en fait, mourir à elle-même pour devenir un papillon. Et on prend souvent en fait, ce phénomène d'ascension quelque part de la conscience, en expliquant qu'à un moment, il y a quelque chose en nous qui rampe, on va dire ça comme ça, et qui à un moment, pour ascensionner, est obligé de se transformer. Et la chenille et papillon n'est pas une modification de la chenille. Elle est une transformation presque intégrale, en tout cas, de sa structure. Et en fait, les scientifiques ont découvert, c'est pour ça, c'est peut-être la petite histoire que vous connaissez, ont découvert en fait des cellules dans la chenille qu'ils appellent les cellules imaginales. Je crois que c'est le nom qu'on a donné. Alors, je ne suis pas scientifique, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne les connais pas. Il y a des articles là-dessus, il y a pas mal de gens qui l'ont repris pour essayer d'expliquer aussi le fonctionnement aussi des aires de groupe, de la collectivité, comment quelque chose de nouveau en fait peut naître et comment l'ancien en fait réagit à ça. Et dans ces cellules imaginales, ils se sont rendus compte que dans la chenille, quand elle est en train d'abréger quelque part sa vie, au long de sa vie, au moment où il y a une structure, la possibilité en tout cas qu'elle passe à l'état papillon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déclenché à son plein développement, il y a automatiquement des cellules qui se créent. Mais ces cellules, c'est des cellules, en fait, ils appellent imaginales parce qu'elles ne servent, entre guillemets, à rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas déterminé, en fait, à quoi servent ces cellules à ce moment-là. Simplement, ces cellules sont générées et sécrétées par la chenille. Et la chenille, les cellules immunitaires, entendez bien parce que c'est super intéressant, les cellules immunitaires de la chenille vont croire que c'est un corps étranger. Et vont se battre et vont tenter, en fait, de détruire, en fait, ces cellules. Et il y a toute une confrontation de capital d'énergie donnée à la chenille qui est en train de se désagréger, qui va tenter de tuer les cellules imaginales. Mais elles continuent en fait à se développer. Parce qu'en fait, c'est les cellules qui contiennent la forme du papillon. Et la qualité en fait du papillon futur. Mais, vous voyez, les cellules de la chenille tentent de les détruire. Mais en même temps, elles sont quand même sécrétées. Au fur et à mesure que sont sécrétées, elles s'assemblent. Ils appellent ça des disques imaginaux, je crois. Ça crée des disques, en fait, qui commencent à se structurer de plus en plus. Et à un moment, les cellules ne peuvent plus rien faire parce qu'elles s'épuisent. La chenille meurt. Et à ce moment-là, les cellules imaginales se structurent et créent le papillon et la forme et la structure du papillon qui va permettre ensuite de prendre la suite pour créer le papillon. C'est extraordinaire quand on y pense. Donc ça veut dire que même nous, en fait, dans notre conscience et dans notre travail, on a en nous un nouvel être qui est en train de se créer, des espaces spirituels, des espaces divins, des corps en fait qui sont en train d'apparaître. Et tous ces espaces en fait qui sont aspirés, qui sont rêvés en fait par les parties les plus hautes et les plus divines de nous, sont automatiquement détectés par l'ancien moi, le je, le moi plus matériel, la partie qui ne se transforme pas, qui doit mourir quelque part petit à petit, ou qui doit transcender, qui doit se transmuter, mais d'une manière ou d'une autre. En fait, on passe dans un état de développement, d'un développement en tout cas de spirituel, non d'une modification, mais d'une véritable transformation.
Et je pense qu'actuellement, le challenge en fait, de cette transition qu'on est en train de vivre, qui peut prendre, je ne sais pas, peut-être des dizaines, des centaines d'années, hein, en tout cas, qui est vraiment un pas important, en tout cas pour la conscience, pour ma part, de l'humanité, c'est de passer à un stade dans lequel on n'est plus dans la modification, on est dans un pas vers vraiment la transformation de l'être. Hein. Et cette transformation, elle se fait automatiquement par une possibilité de confrontation et de résistance très objective, en définitive, de notre conscience, même de notre corps. Et la mère Esho Aurobindo parlait en tout cas de ce travail, en fait, quand ils travaillaient sur le yoga des cellules, dans lequel leurs réalisations n'étaient pas des réalisations qui étaient spirituelles, c'était des réalisations qui devenaient matérielles, en fait, dans le corps. Ces réalisations matérielles étaient confrontées vraiment à la résistance des cellules, à la résistance du corps, à la résistance de la nature elle-même. Et en fait, ils partageaient en fait à quel point en fait c'était pas une révolution douce dans le corps. Hein. Ça l'était intérieurement, bien sûr, dans l'invisible, mais c'était extrêmement profondément matériel. Et qu'en fait, il y avait comme une lutte entre une nature qui veut se transformer, qui ne veut pas. On va dire ça comme ça, une nature qui ne veut pas se transformer et une évidence divine qui est déjà descendue et qui s'est déjà structurée en fait dans l'être et dans le cœur. Vous voyez ? Et en fait, on imagine parfois que la transformation, elle est douce, elle est calme, elle est fluide, etc. Alors que non. Et je vous partageais souvent que les grands événements de notre vie, les grands êtres sur cette planète qui ont œuvré, les gens qui ont eu un idéal et qui ont réussi à l'incarner n'ont généralement pas eu une vie forcément simple et facile. Ils ont été en prison, ils se sont retrouvés dans des ségrégations, on va dire, de tous bords politiques. Certains ont été en exil, il y a eu beaucoup de choses et ces gens-là ont changé la face de l'humanité. Et la chose, c'est qu'à un moment, on est obligé de se confronter, en tout cas, à ces résistances. C'est presque un équilibre entre la confrontation et l'accueil. C'est-à-dire que notre posture à nous, c'est une posture qui doit être vraiment dans cette acceptation, enfin en tout cas dans cet accueil, d'être capable de les laisser traverser, parce que cette lumière est là, si on y a accès, c'est que quelque part une partie de nous est en lumière, et en même temps, ça donne dans l'expérience une confrontation. C'est-à-dire un ensemble de phénomènes opposés avec des parties noires, sombres, obscures, qui ont l'air de faire surface, une vulnérabilité dérangeante, et ainsi de suite, qui perturbe le quotidien. Et voilà. Et là, on a le choix, en fait. Soit on descend dans des parties plus basses et on rentre dans la confrontation, quelque part, qui peut être un choix aussi, et amener aussi à grandir hein, d'une autre manière, ou soit on arrive à trouver en nous la connaissance, la compréhension et le discernement de réaliser que l'accueil peut offrir cette vastitude de s'offrir à plus grand en fait, que nous et de descendre en fait, dans cet espace. Afin que justement toutes ces énergies puissent traverser et que toutes ces cellules imaginales en fait, que nous avons et que nous ne voyons peut-être pas forcément puissent s'organiser naturellement pour préparer en tout cas ce changement. Et un changement qui n'est pas que individuel, un changement qui en définitive est aussi collectif pour chacun de nous.